Bonjour, ici Steve Jean, bienvenue à QCMTB Podcast, épisode 50. Aujourd'hui, je vous présente la première partie d'une très belle rencontre que j'ai faite cette semaine avec Gabriel Rancourt. Gabriel est un athlète de Québec. Sa passion du vélo l'a poussé dans toutes les disciplines du cyclisme, de la route à la descente en passant par le trial et l'enduro. Et aujourd'hui, Gabriel nous raconte sa plus récente aventure. Il a participé cet été au Tour Divide, la course d'ultracyclisme ou de bikepacking de longue distance, la plus difficile au monde. C'est une épreuve de 4500 km qui débute en Alberta à Banff et se termine à la frontière du Mexique. C'est vraiment toute une aventure. Il n'y a pas beaucoup de participants qui terminent l'épreuve. Et Gabriel va nous parler de sa motivation à participer à cette course, de sa préparation, de sa philosophie, de son approche. Il va aussi nous parler des épreuves et des difficultés qu'il a rencontrées, des rencontres qu'il a faites et de son désir de partager son expérience et d'aider les autres. Alors, en commençant, si vous n'êtes pas encore abonné au balado, prenez 2 secondes pour vous assurer de pouvoir nous suivre. Et sans plus tarder, voici Gabriel Rancourt. Bonne écoute! Bonjour, Gabriel. Allô, Steve. Trop content d'être ici, bien excité. Écoute, Gabriel, on va sauter dans le vif du sujet. En partant, tu es ici pour nous raconter ton expérience de cette année que tu as fait le Tour Divide, qui est une course de comment on dit ça? De longue distance, de bikepacking. Ouais, c'est ça. L'ultracyclisme en même temps. Ouais. C'est quelque chose de vraiment intense. C'est une course qui débute à Banff, en Alberta, et puis qui se termine jusqu'à la frontière du Mexique. Yes, à Antelope Well. C'est combien de kilomètres? 4500 km okay. De vélo de montagne. Oui, hein? C'est pas une course de route, c'est vraiment une course de vélo de montagne. Des fois, il y a un peu de route, mais on va dire que 80% du parcours est toujours hors route, soit sur du gravier. Puis je pense que c'est une des choses qui a fait le saut à plusieurs personnes, c'est que les gens disent « Ah, c'est pas une course technique, c'est juste sur du gravier et tout », mais honnêtement, la grosse partie de ce parcours-là est un peu n'importe quoi. Il y a vraiment des sections soit hyper techniques ou vraiment dures à passer au travers, mais la distance, c'est 4500 km. Mais ce qui est la statistique la plus intéressante, je pense, qui fesse le plus, c'est vraiment le 58 000 mètres de dénivelé positif sur 4500 km, et ça fait en fait le parcours avec le plus de dénivelé non-stop dans le monde. Oui. Et c'est pour ça que le Tour Divide, la course du Tour Divide est considérée comme la course de bikepacking la plus dure au monde. Et ça suit le parcours qui s'appelle le Great Divide Mountain Bike Trail. OK. Mais c'est juste que quand on dit qu'on fait le Tour Divide, c'est vraiment la course qui débute à chaque année le deuxième vendredi de juin. C'est ça qu'il faut faire la distinction. Ce qui fait que c'est difficile, c'est que là, tout le monde part en même temps. Okay, et on est dans les mêmes conditions météo. Mais il y a des gens qui font le reste du parcours, le même parcours, en fait, le reste de l'année, que ça s'appelle le Great Divide Mountain Bike Trail. Et là, cette année, c'est pour le Tour Divide. Ils ont même rajouté des sections encore plus techniques, plus difficiles, qui fait une différence entre le Great Divide et le Tour Divide. OK. Qu'est-ce qui t'a incité, premièrement, à faire ça, cette course-là? Parce que là, OK, on peut dire... Certainement, tu es un mordu du vélo de montagne depuis longtemps. Tu as fait plein d'affaires. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui t'a là-dedans, qui t'a allumé, qui t'a dit, moi, je pars pour un mois, là, puis je m'en vais faire une course. C'est pas juste un petit voyage de bikepacking. Oui, c'est une excellente question. Je pense qu'avant de commencer une course de 4500 km, je pense qu'il faut que tu aies un bagage en arrière de ça. Parce que même moi, quand j'ai entendu parler de ce parcours-là, il y a environ 2 ans dans un documentaire sur YouTube, j'ai vu le parcours et je me suis dit, ces gens-là sont complètement fous, là. Ça n'a aucun sens. Alors même moi, je faisais partie des gens qui se disaient, c'est pas que c'est impossible, mais c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et j'en suis venu à la réalisation, je sais pas si, tu sais, je suis rendu à 38 ans. J'ai commencé le vélo à 12 ans. J'ai fait tous les styles de vélo, le trial, le cross-country, enduro, downhill, route. Et j'ai commencé le bikepacking depuis juste 3 ans, 4 ans environ que j'ai commencé à faire du bikepacking qui relie toutes mes passions ensemble parce que je suis un passionné de camping, d'aventure, d'expédition, d'alpinisme, de survie en forêt. Et quand j'ai découvert le bikepacking, j'ai fait « OK, ça combine absolument tout ce que j'aime dans la vie, y compris le vélo ».
Et ce qui est arrivé, c'est que en vieillissant, à 38 ans, tu te rends compte qu'après toutes mes aventures que j'ai vécues, comme monter dans les plus hautes montagnes du monde, courir des ultramarathons, Ironman, il y a des petites blessures que j'ai accumulées à travers les années. Ouais. Le genou, dos, doigts, épaules, biceps. Et là, j'ai des petites douleurs qui apparaissent partout. Je vois le documentaire du Tour de Vide, puis je me dis, OK, si tu veux faire quelque chose comme ça, mon Gab, je pense pas que tu vas être capable à 65 ans. Et là, je me suis rendu compte que ces grosses aventures-là, peut-être qu'il me reste moins d'années que je pensais, c'est quand même la réalisation que j'ai eue, du moins pour des longues distances. Peut-être que je vais pouvoir faire en masse de choses autour de chez moi, mais des grosses affaires comme ça, je pense que les opportunités, il n'y en aura pas 50 dans une vie. Et dans tout ce que j'ai accompli dans la vie, je suis un gars qui est intéressé à plein de choses dans la vie, dont la photographie. C'est mon métier, je suis photographe, très, très passionné d'imagerie. Et en photographie, si tu me dis que j'arrête la photographie demain matin, mettons, ça me tente plus ou je me fais une commotion puis je suis plus capable de travailler, je pourrais te dire que j'ai passé la cassette de la photographie à travers mes 22 années d'être photographe. Si tu me dis que je prends ma retraite demain matin, je suis à l'aise avec ça. Et là, avec le vélo, ce qui est arrivé, c'est que je me disais, dans mon livre du cyclisme de Gabriel, il y a tous les chapitres. Mais il manque le ultra-distance. Et c'est là que j'ai commencé à mettre une urgence à ce projet-là, que ma blonde, quand j'embarque dans quelque chose, est comme « Oh non, pas encore une fois, Gab, il se lance dans quelque chose. » Et là, elle était comme « OK, il va le faire, tu sais, il va faire tout ce qu'il faut. » Et là, j'ai vraiment découvert une obsession pour ce projet-là en me disant « S'il m'arrive quelque chose dans les prochaines années, je veux pouvoir faire ça puis de me dire j'ai fait la course de bikepacking la plus dure au monde. Fait que maintenant, je peux me calmer les nerfs un peu. Je sais que ça a l'air vraiment intense, où il y a peut-être des gens qui vont entendre ça puis qui vont se dire mais il est donc bien intense, ou tu sais, c'est peut-être stressant de vivre comme ça. Tu te dis hey, tu sais, c'est comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais en même temps, c'est ça que j'ai appris toute ma vie. Tout ce que j'ai appris dans la vie, les belles choses qui me sont arrivées dans la vie, c'est parce que j'avais souvent un sentiment d'urgence comme ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent trop longtemps pour faire des beaux projets comme ça, puis justement qui sont tristes de ne plus pouvoir le faire, que ce soit physiquement, des situations familiales, des situations, c'est ça, de santé, de travail. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que des projets comme ça, de cette envergure-là, ne fonctionnent pas. Fait que je me suis dit, en ce moment, j'ai du temps. En ce moment, tout va bien. En ce moment, oui, j'ai des petites blessures, mais ça va relativement bien. Et je me suis rendu compte, j'ai beaucoup de temps pour m'entraîner cette année. J'ai fini un gros projet de construction de chalet. C'est fini, c'est le dernier mois. Et là, j'ai une opportunité de faire ça. Puis c'est là que j'ai embarqué à 2 pieds là-dedans. Ça a pris 2 ans de planification. Wow. Pour, entre le moment que je me suis dit, this is crazy, ça n'a aucun sens, à je suis capable de faire ça. C'était un 2 ans de planification et de préparation. Là, quand tu te lances là-dedans, tu peux y aller avec différents mindsets, avec différents objectifs personnels. Toi, c'est quoi que tu t'es dit, je m'en vais là, all in, si je le prends vraiment comme une course, c'est un objectif de dépassement personnel. T'avais-tu un objectif de faire des podiums? C'était quoi? Fait que tu me demandes le why, là. Le why. le fameux why. J'ai travaillé sur ce why-là depuis tellement longtemps. J'ai pris beaucoup de notes par rapport à ça. Je pense qu'on pourrait faire un podcast de plusieurs heures juste sur le why. Mais si je te résume ça en quelques points quand même, là, moi, je te dirais dans les points les plus importants, c'est que de un, je voulais inspirer mes enfants. C'est sûr que d'une manière ou d'une autre, je pense que les enfants, ils apprennent beaucoup par ce que tu fais et non pas ce que tu dis. Et on leur dit tout le temps, il faut que tu manges bien, il faut s'entraîner, il faut que tu réalises tes rêves dans ta vie, il faut que tu travailles fort pour tes buts, etc. Mais il y a beaucoup de monde qui disent ça qui le font pas. Tu sais. Ouais. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi. Puis moi, je fonctionne beaucoup avec l'exemple. Puis je me suis dit, gars, je vais être un exemple positif pour mes enfants. Puis je pense qu'on manque de beaucoup, beaucoup d'exemples positifs en 2024. Dans les temps modernes, il y a un manque accru de modèles positifs. Fait que je me suis dit, gars, je vais être ce modèle positif-là pour mes enfants, puis peut-être d'autres personnes aussi, puis c'est pour ça peut-être qu'on est assis ici aujourd'hui. Hein? Tout à fait. Puis c'est sûr, j'ai d'autres raisons, mais vas-y, t'as-tu quelque chose à rajouter? Ben non, mais justement, si on parle de modèle, puis c'est le même que
pour expliquer de la manière qu'on est rentré en contact, c'est que j'ai découvert ta chaîne YouTube, qui est une chaîne que tu as décidé justement de créer pour parler de ton expérience en rapport avec cet événement-là, pour justement partager avec les gens, leur expliquer qu'est-ce que tu avais fait, puis comment tu l'avais fait, comment se préparer à ça, justement pour aider, servir d'exemple, là, puis c'est là que j'ai trouvé ça remarquable, puis tout de suite, je t'ai contacté, puis j'ai dit, je trouve ça cool. Oh oui, ça fait... justement, la chaîne YouTube s'appelle Gabriel Rancourt Cycling. Mm-hmm. Avant ça, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Gabriel Rancourt Photographie, mais qui est dédiée à l'imagerie. Mais là, je me suis dit, gars, on va faire de quoi qui est dédié au vélo. Et le but, c'était de redonner un petit peu les connaissances que j'ai à des cyclistes pour que j'ai tellement appris de d'autres personnes sur Internet. Faut être réaliste, là. J'ai fait énormément de recherches pendant mes 2 années de préparation. Fait que je me suis dit, gars, je vais partager mon expérience parce que je pense que j'ai des choses à apporter que personne n'a vues ou du moins que j'ai découvert pendant ma course. Je me suis dit, je veux partager ça et peut-être ça va m'apporter le point d'un deuxième why, on pourrait dire un deuxième pourquoi. C'est que je suis rendu à un point dans ma vie que la vie m'a apporté beaucoup. Le vélo m'a beaucoup apporté. Ça m'a sauvé, ça a changé ma vie. Ça m'a apporté beaucoup dans ma vie. Puis là, je suis rendu à un point que j'ai réalisé, tu sais, tu te poses-tu des fois la question, c'est quoi qui te rend réellement heureux? Mettons, c'est quoi qui te rend là? Tu te dis ça, si je peux avoir ça, de plus en plus, je vais être plus heureux. Mettons, si je te pose la question. Le vélo. OK. Pédaler. Ah okay. Oui. Moi, si je te résume, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à ça parce qu'on est toujours à la quête de développement personnel, de s'améliorer, puis de la recherche du bonheur. Je crois que partout sur la planète, c'est universel. En tout cas, je pense que c'est assez universel. Et moi, la question, je me dis, c'est quoi qui me rend heureux? Est-ce que c'est justement de faire du sport? Là, je me disais, après 2 heures dans ta journée de faire du basic, je pense que t'en as assez, tu sais. Est-ce que c'est de m'acheter des nouvelles bébelles? Après t'avoir acheté des bébelles, tu te rends compte que t'en as pas besoin de tant que ça. Est-ce que c'est de passer du temps avec mes enfants? Oui, mais à un moment donné, ils me tapent ses nerfs aussi, tu sais. Fait que là, tu te dis, c'est quoi qui me rend réellement heureux? Puis c'est là que je suis arrivé avec 3 choses, dans le fond, qui reviennent tout le temps. C'est de prendre le temps. Ça veut dire quoi de prendre le temps? Ça veut dire peut-être de partir de Québec un jeudi pour aller faire un podcast à Montréal pour prendre le temps de parler avec un passionné du vélo. Ça me rend heureux, ça. Prendre le temps, prendre un café dans une shop de bike puis que jaser avec les gars pendant qu'ils réparent ton bicycle, ça m'apporte beaucoup dans ma vie. Fait que prendre le temps. Ensuite de ça, c'est getting better. Alors, de m'améliorer dans quelque chose, que ce soit d'avoir des nouvelles connaissances, d'avoir un projet comme le Tour Divide, puis d'apprendre des nouvelles choses sur le bikepacking, des nouvelles choses sur mon corps, sur l'entraînement, de m'améliorer dans plein. Je veux dire, ça, là, si je me couche le soir puis je me dis j'ai appris quelque chose, ça me rend heureux. Mm-hmm. Alors, le Tour Divide, tu comprends que ça commence à cocher une couple de cases là-dedans, prendre le temps de pédaler pendant 1 mois en bicycle. Getting better, toute la préparation avant. Puis la 3e chose, c'est redonner aux gens. C'est dans le fond d'aider les autres. Moi, ça m'apporte énormément dans ma vie. Et de redonner aux autres, c'est une des raisons, je me suis dit que mon objectif du Tour Divide avait changé avant, je voulais être sur le podium. Avant, je voulais que ça soit moi, Gabriel. Et là, je suis rendu à un point, je pense que mes enfants m'ont changé. Mes 2 enfants, ils ont 8 et 9 ans. Ils m'ont beaucoup changé parce que quand tu as des enfants, je sais pas si tu es d'accord, mais t'es plus en dessous du projecteur. Hein? Non, c'est ça. De moins en moins. Et là, cette course-là, je me suis dit, je veux pas juste que ça soit par rapport à moi. Je veux aller là-bas, que je sois tellement prêt que je suis prêt à aider les autres. Que je sois pas un boulet, que je sois pas le gars qui suctionne là, de l'énergie à tout le monde. Je veux être le gars qu'il a tellement d'expérience dans le vélo, en mécanique, que s'il y a quelqu'un dans le besoin, que je l'aide et qu'on vive ça ensemble. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Et ça m'a apporté beaucoup. Je pourrais te raconter des anecdotes qui est arrivé, mais ça m'a mis sur le chemin de qu'est-ce qui est important pour moi de cette course-là, que je me dis, si je finis pas, parce que si tu pédales pendant 26 jours, il faut que les gens comprennent, cette course-là m'a pris 26 jours et 4 heures. En 26 jours et 4 heures, à pédaler environ 200 à 300 km par jour, il peut se passer beaucoup de choses qui sont en dehors de ton contrôle. Et si ton seul but, c'est de finir, si ton seul but, c'est d'être sur le podium, puis que c'est la seule façon d'être heureux, c'est une bonne façon d'être malheureux, je pense, parce que il peut tellement arriver de choses. Fait que je me suis dit, écoute,
si je fais cette affaire-là puis je me rends pas, qu'est-ce qui me rendrait heureux? Ben, c'est ça, les connexions que je veux faire, les paysages que je veux voir, l'expérience extraordinaire que je veux vivre. C'est là-dessus que j'ai focusé. Et c'est là que dans le film que je suis en train de faire par rapport à ce tour de Divide-là, je vais en parler, mais je voulais faire des connexions, rencontrer des gens aussi fous que moi. Puis je le savais que ça, c'est le vrai cadeau de la vie. C'est les gens que tu rencontres, les histoires que tu peux te raconter, les high-fives que tu fais. Et le film que je suis en train de travailler, qui va être sur YouTube dans les prochains mois, il s'appelle Beyond the Dots. Et Beyond the Dots, c'est justement qu'on voit plein de points sur une carte dans ces courses-là parce que les gens peuvent nous suivre en temps réel avec notre système satellite GPS. Et là, je me suis dit, écoute, au début, le film s'appelait Beyond the Dot. Alors, pas de S. Alors, juste plus loin que le point. Et là, je me suis dit, non, je faisais le montage, puis je me suis dit, non, il faut pas juste raconter ton histoire, Gab. Il faut que tu racontes l'histoire des gens que tu as rencontrés. Fait que là, le film est devenu Beyond the Dots. Parce que vraiment, c'est ça, c'est une expérience de groupe. Puis c'est ça le vrai cadeau, tu sais, dans le fond. C'est oui, j'aurais pu m'accoter dans le guidon, puis juste pas parler à personne, puis sauver peut-être 3-4 jours, tu comprends? Facilement, là. Okay. Quand je repense à tout ça, là, si j'avais pas réparé le bicycle à personne, j'avais pas jasé à personne et tout, j'aurais peut-être pu sauver 3-4 jours d'être là. Et j'aurais jamais échangé ces journées-là pour aller plus vite. Jamais, jamais. Avec les gens que j'ai rencontrés, jamais. Parce que les gens, il faut dire qu'il y avait 235 personnes qui se sont mis au départ à Banff. 235 personnes. De partout dans le monde. Australiens, Nouveau-Zélandais, Allemands, écoute, partout, OK? Asiatiques, etc. Et il y a juste 105 personnes qui ont fini. Wow. Alors... Moins que la moitié. Moins que la moitié. Plus que la moitié ont abandonné. Ou qu'il est arrivé quelque chose. J'aime pas ça dire abandonner parce qu'il y en a que c'est vraiment... C'est plus que ça, là. Oh, oui. Se sont fait évacuer ou autre. Fait qu'on était 105 à finir. Fait que tu te dis que sur toute la planète, il y a juste 105 personnes qui peuvent... Ben, il y a 235 personnes avec qui je peux partager cette expérience-là, puis il y en a juste quelques-uns avec qui je peux partager la finalité, la finale. Alors, ces gens-là, ils en courent pas partout dans les rues, là. Puis à Québec, je suis tellement tanné des fois que le monde, ben pas tanné, mais le monde te regarde souvent comme un fou un peu. Mais là, quand tu arrives dans ces événements-là, les gens te regardent pas comme un fou. Ils sont comme, OK, tu fais partie de la gang, on fait tout ça ensemble. Fait que c'est le seul moment que tu peux rencontrer des gens qui, non seulement qui sont comme toi, mais qui comprennent exactement par quoi tu es en train de passer, puis les sacrifices qu'on a faits pour être au départ le 14 juin dernier. Puis pour beaucoup de ces gens-là, j'imagine qu'eux aussi, c'était leur première expérience. Oui. Quand on fait un survey, il y a un survey qui est sur backpacking.com, un site web spécialisé pour le backpacking. Et à chaque année, ils recueillent un registre de questions qui ont posé à tout le monde. Moi, j'ai participé à ces questions-là. Et là, on dit, est-ce que c'est la première fois que tu participes? Et cette année, il y avait 70% des coureurs qui c'est leur première fois. Il y a un vétéran, Rick, que j'ai rencontré, que c'est sa 5e fois qu'il le faisait. Wow. Le gars, il a 72 ans. Ouais, okay. Incroyable. Tu rencontres des gens que tu te dis, j'ai pas d'excuses, là. Je vous le dis, là. Il y a un gars que j'ai rencontré dans l'Angleterre qui, lui, avait juste une jambe. Alors, il manquait, dans le fond, toute sa jambe en bas de son genou. Et il a toffé 1 semaine et demie, peut-être. Puis j'avais énormément de respect pour cette personne-là. C'est incroyable. Fait que tu rencontres des gens comme vraiment, vraiment particuliers, là, mais dans le bon sens. Wow. Je comprends. Vraiment inspirant. Tu décides de t'inscrire, tu remplis le sondage, tu fais tes démarches, tes recherches pendant 2 ans avant de décider avec quoi tu pars. Là j'imagine que c'est un des l'équipement, tu veux dire. L'équipement. C'est une grosse partie du casse-tête. Ouais, hein. Fait que tu veux-tu savoir par rapport à mon équipement un peu? Ben, on peut peut-être en parler rapidement. Là, rapidement, parce que mais je vous dirais, j'ai travaillé pendant 2 ans sur mon vélo. Quand je dis que j'ai travaillé 2 ans sur mon vélo, c'est pas juste d'installer la cassette en arrière qui prend 2 ans, c'est plus la recherche et développement d'essayer des choses. Essayer des sacs, mettre le stock à l'intérieur, comment répartir le poids, quel type de dérailleur je vais utiliser, quel type de vélo, faire les sacs sur mesure qui rentrent dans ton frame.
tester comment t'aimes ça boire ton eau, comment filtrer ton eau, combien de matériel que t'amènes. Juste ton kit de mécanique, ça m'a pris peut-être 6 mois de travailler là-dessus. Et je calculais, ma blonde, ça serait drôle qu'elle serait ici aujourd'hui pour en parler, mais je calculais tout dans la cuisine avec, tu sais, une petite pesée pour les aliments, là. Et là, à la fin, j'ai été capable des fois de sauver, là. À la fin, je me suis décidé, j'étais à 62 livres le vélo, sans nourriture et sans eau. Puis je me suis donné comme défi d'enlever environ 14 livres là-dessus. Et c'est là que tu prends des choix. Il y a tout le temps des choix, comme dans toute dans la vie, hein. C'est si tu veux aller le plus vite possible ou te donner le plus de chances possible, il faut que ça soit le plus léger possible. Fait que tu feras des choix du genre, comme on parlait tantôt, juste quand on s'est rencontrés, il n'y a pas de réchaud, pas de café, pas de brûleur. Et c'est là que j'ai pris ces décisions-là. Mais tout ce testing-là, ça a pris environ 2 ans. Et faire des sorties avec des amis, faire du vélo de route avec des amis, mais moi j'ai mon vélo de 70 livres avec moi pour voir l'aérodynamisme, mes vêtements, tout tester sous la pluie, marcher dans le slush au printemps pour voir comment mes bas en Gore-Tex réagissent, comment je peux les faire sécher. Et c'est là que j'ai pédalé aussi sur Zwift pendant tout l'hiver passé, environ entre 80 et 100 km par jour. Fait que je pédalais quasiment entre 3 et 4 heures par jour sur Zwift en zone 2. Et c'est là que je mangeais sur le vélo, mais dans Zwift. Genre, je pédalais sur Zwift en mangeant, en me brossant les dents, en faisant des appels, mais sur le vélo pour simuler que si je passe ma journée sur le vélo, comment je mets mes choses dans les sacs. Est-ce que j'ai accès avec mes... Tu sais, en étant dans une position, est-ce que je suis capable de lâcher le guidon pour boire, etc. Avec tout ça, ça a été des mois et des mois de préparatifs, mais ça a été... C'est ça que je veux que les gens comprennent, c'est que le vrai cadeau, là, moi je dis que c'est the gift of the process, le cadeau du processus. Le processus, c'est le cadeau. C'est d'apprendre des nouvelles choses, tester des affaires, puis je vous dirais qu'à tous les moments que je gossais avec ma balance dans la cuisine à tester à calculer des grammes, pendant ce temps-là, je pensais pas à mes problèmes de travail. Je pensais pas à du stress que j'ai ailleurs et tout. J'étais 100% concentré sur ce projet-là et c'est ça qui m'a apporté énormément de bonheur dans ma vie. C'est de gosser sur mon bike à minuit le soir dans le garage à essayer d'enlever des straps puis enlever des grammes par-ci puis genre avoir des idées pendant la nuit. Tu te dis « Ah! Je vais mettre la gourde comme ça, puis après ça, tu partages ça sur des groupes Facebook du Tour de Vibe, puis là, les gens sont comme « Oh my God, j'avais jamais pensé à ça », puis là, ça te motive, puis ça m'a apporté énormément dans ma vie. Ça, c'est sûr. Puis, on parlera pas en détail de tout ce que tu as amené, parce que t'as une belle chaîne YouTube dédiée à ça, puis écoute, il y a des affaires vraiment tripantes, là. Moi, j'ai écouté ça, puis je dis « ça, c'était une bonne idée. Je savais pas que ça existait. » Oui, mais ça a été ma motivation, c'est que pendant que j'ai fait le Tour de Vibe, moi, je suis un gars d'optimisation et de solutions dans mon travail. C'est pour ça que les gens m'engagent. Puis, dans le fond, pendant le Tour de Vibe, il y a beaucoup de monde qui regardait mon setup de vélo, puis ils se disaient « Hey, that's smart » ou « C'est méchant de bonne idée », tu sais. Ouais. Puis j'étais comme « OK, moi non plus, j'ai jamais vu ça nulle part. » J'avais vraiment comme inventé ce support-là ou inventé cette façon-là de faire. Fait que je me suis dit « Je vais faire une chaîne YouTube, puis si ça peut aider du monde, ça va me faire plaisir, tu sais. » J'adore parler de ça. Ça paraît, c'est ça? Ça paraît. Mais, OK, tu nous as parlé rapidement, pas de réchaud, donc tu mangeais comment? Tu mangeais quoi? Ah, my God. Ça, c'est, tu sais, dans les choses qui est pas facile de cette course-là, là, on peut en parler. Fait il faut que les gens comprennent. Imaginez, tu sais, quand on parle de 4500 km, les gens font wow, tu sais. Mais mettons qu'on enlève le vélo, OK? On enlève le vélo de toute l'aventure, là, tu pitches ça à côté, on fait plus de vélo. Si je te dis, tu vas manger de la bouffe de dépanneur pendant 1 mois, OK? Puis tu vas en manger pour 8000 calories, mettons. Tu fais juste manger ça, juste de la scrap de dépanneur, puis tu es tout le temps stressé à la manger, OK? Juste ça. Puis tu vas être assis pendant, mettons, même pas sur une selle de vélo, tu vas être assis dans le divan que tu es là, mais je te dis, tu bouges pas de là quasiment pendant 3 ou 4 semaines. Puis tu fais juste manger de la bouffe de dépanneur. Puis je te dis, fais juste dormir 4 heures par nuit. OK? Puis je te prends le divan puis je te le mets dehors. Fait que là, t'es dehors toute la journée, pendant tout le mois. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, t'es dehors. Avec les ours, avec les moustiques, avec le froid, avec le chaud. Et là, tu vas passer de moins 10 degrés à 45 degrés aussi. Là, on va faire des swings de même. Puis je vais te mettre le vent en face pendant 5 jours de temps. Fait que peut-être tu commences à comprendre qu'est-ce qui fait que c'est difficile. Ben oui. C'est ça, c'est
Le vélo, oui, il faut qu'on pédale, mais quand je suis sur mon vélo, puis que tout ce que j'ai à faire, c'est pédaler, puis je suis nourri, mon vélo, il y a de l'huile sur la chaîne, j'ai le vent dans le dos, sur le côté, pas dans la face, puis je mets de la musique, ça, c'est le beau moment, ça. Ça, il n'y a pas de problème, je peux faire ça toute la journée. Mais là, c'est, mettons, quand il fallait manger, je vais répondre à ta question, c'est que moi, j'ai décidé de quasiment jamais manger de la bouffe de restaurant parce que souvent, on passe pas à côté de beaucoup de dépanneurs ni de restaurants. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un parcours hors route, qu'on croise que quelques villes au travers. On a juste croisé environ 5 bike shops, 5 magasins de vélo sur environ 5000 km, imagine. Alors, tu es loin de tout. Fait que la seule nourriture qui est facile à manger rapidement puis que tu as accès, c'est de la bouffe de dépanneur. Mm-hmm. Et c'est là que j'arrivais dans un dépanneur et là, je calais, ma blonde m'a vu, elle capotait parce que des fois, on faisait un FaceTime et là, je buvais genre un 2 litres de Coke ou un 2 litres de lait au chocolat pendant que je ramasse tout ce que je peux dans le dépanneur, je me mets ça dans mon sac et là, tu manges sur le vélo en pédalant. Fait que là, je mangeais un paquet. À la fin, je mangeais un paquet familial d'Oreo par jour, des beignes, des chips. J'avais 2 sacs de jujubes par jour. Tu sais, des genres de gummy bear ou de serpent à jujubes. Et le but, c'est d'avoir le plus de calories possible que tu es capable de pas dégueuler. Et aussi, c'est de pas perdre de temps. Fait que des fois, il y avait même des restaurants, j'aurais pu arrêter un Subway, mais il était fermé. Et là, si j'arrêtais un Subway, ben tu te prends, mettons, je mangeais 24 pouces de sandwich, mais j'en prenais un autre 24 pouces pour mettre dans mon vélo. Mais là, tu le manges plus tard ou tu le manges 2 jours plus tard. Parce que, tu sais, t'étires ce que tu peux manger. Fait que ça, c'est un aspect que tu viens de perdre beaucoup de gens, là. Ben oui. Quelqu'un qui est habitué d'avoir sa petite routine, ses petites affaires, puis il faut ça, tu viens de perdre du monde parce que pour aller le plus vite possible, il faut que tu manges de la nourriture qui est facile à digérer ou du moins que tu te tannes pas. Ou même à la fin de tout ça, j'étais écœuré, mais au moins ça rentrait. J'étais capable de manger des Oreos comme des chips, puis j'étais comme, ça prend des calories. Puis même en mangeant 7 ou 8 000 calories par jour, j'ai perdu environ 1 livre par jour. Fait qu'à la fin, j'ai fini 25 livres en moins en 26 jours. Wow! Parce que je perdais, c'était fou sur mon Strava, là, je veux dire, j'ai des stats complètement débiles, j'ai des journées de 10, 12, 14 000 calories, parce que j'avais mon sensor cardiaque, là, OK, puis là, j'ai vraiment les vrais statistiques, c'est ça, j'ai eu des journées de 10, 12 et 14 000 calories à pédaler en 12, 14, 18 heures par jour, monter, traîner mon bicycle en altitude, et c'est là que j'ai perdu environ 1 livre par jour, même en mangeant absolument tout ce que je pouvais. Est-ce que pendant la journée, la nourriture, la pensée de la nourriture t'obsédait? J'allais dans un dépanneur, j'achetais, imaginez, débarquer dans un dépanneur puis que la facture est de 70 ou 100 US au dépanneur, ça vous donne une idée de cochonnerie que j'achetais. Et ça pouvait me toffer peut-être une journée et demie peut-être. OK. Et là, c'est l'obsession vient quand t'en as plus. Et c'est là que j'ai vécu des moments particuliers vers le 2/3 du parcours où quand je suis arrivé dans le coin du Nouveau-Mexique. Il faut expliquer, on traverse, juste pour que les gens comprennent le Tour Divide, OK? On part de Banff, on s'en va à la frontière du Mexique. On traverse l'Alberta, le BC, le Montana, l'Idaho, le Wyoming et le Colorado et le Nouveau-Mexique. OK, ça donne une idée. Et dans le coin du Nouveau-Mexique, à la fin, il y avait vraiment non seulement pas beaucoup de nourriture, mais il n'y avait pas beaucoup d'eau non plus. Et c'est là qu'à un moment donné, j'ai manqué des deux. J'ai manqué de bouffe et j'ai manqué d'eau pour une erreur. Dans le fond, je pensais que le parcours passait par quelque part, que j'allais avoir un ravitaillement. Il n'y en avait pas. Et c'est là que j'ai manqué de bouffe et de nourriture. Ça a été vraiment un moment vraiment pas facile. Mentalement, physiquement, émotionnellement, ça n'a vraiment pas été facile. Et c'est ça. Puis pour que les gens comprennent la difficulté aussi du Tour Divide, vous ferez des recherches, mais dans le fond, c'est une course non supportée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ravitaillement et techniquement, on ne peut pas recevoir d'aide de personne. Il faut vraiment être autonome 100%. Et c'est ça qui fait que c'est dur, parce que tu peux pas avoir quelqu'un, un de tes amis qui vienne te porter une boîte de nourriture là, un moment donné sur le parcours parce que tu en as besoin. Si tu manques de quelque chose, ton vélo brise, il faut que tu le répares toi-même, puis il faut que tu te débrouilles. C'est là que tu viens de perdre beaucoup de gens aussi. Il y a beaucoup de gens qui est arrivé des mésaventures ou ils arrêtent à cause de ça. Ils sont juste pas capables de continuer. Aussi, il te manque de nourriture. Imaginez avoir un vélo de 70 livres, faire en moyenne 3 à 4 000 mètres de dénivelé à tous les jours, et là, t'as plus de bouffe. Fait que c'est juste une question de temps que tu vas casser, là. Peu importe comment t'es en forme,
tu vas casser, tu vas te déshydrater. À la fin, j'ai été énormément déshydraté à 45 degrés, même en buvant 8 à 10 litres d'eau par jour. J'ai vraiment fini de déshydrater la course. Là. C'était ouais, vraiment intense. OK, pas facile. Félicitations, bravo. Merci. Merci. Ouais. OK. Au niveau du sommeil, là, tu le disais... Tu viens de perdre bien du monde encore. Encore, hein? Parce que là, j'imagine que tu n'avais pas une tente à 2 places avec bien de l'espace puis tout ça. T'avais-tu une tente en partant? Bon, fait, il y a beaucoup de gens qui partent juste avec un bivy. Pour les gens qui savent pas, c'est comme un gros sac de patates à terre, tu te mets là-dedans. Puis j'ai eu un gros débat avec moi-même avant de partir. Est-ce que j'y vais avec un bivy qui pèse, mettons, 500 grammes? Ou j'y vais avec une tente minimaliste qui pèse environ 900 grammes. Puis là, on se dit, c'est juste 400 grammes de différence, mais c'est aussi le volume. Parce que le volume de cette affaire-là m'enlève peut-être une paire de boxeurs de plus. Ou, anyway, j'avais même pas de linge de rechange, là. Mettons, ça t'enlève de la place pour de la nourriture ou un matelas ou quoi que ce soit. Mais j'ai fait beaucoup de tests, puis c'était tellement drôle parce que ma blonde m'a vu, j'ai acheté un bivy. Je me suis installé dans le salon. J'ai essayé de rentrer là-dedans sur un plancher en bois, là, ben relax dans le salon, puis j'ai tellement eu de la misère à rentrer dedans, puis instantanément, j'étais comme, mais il fait donc ben chaud là-dedans. Il y a rien qui va sécher. Ça a aucun sens. Puis ma blonde, elle me regardait rentrer là-dedans comme un ver de terre, puis elle riait. Elle était comme, tu vas pédaler pendant 1 mois, puis tu vas dormir là-dedans, là, tu sais, comme quel con. Puis là, je me suis dit, bon, ma blonde se fout un peu de ma gueule. On va y aller avec une petite tente minimaliste. Puis ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises parce que j'étais un gars qui sue beaucoup. Fait que j'arrivais le soir, tout était mouillé. C'est le fun d'être capable d'étendre un petit peu tes choses, puis de te sauver un petit peu des moustiques. Mais ça a été une bonne décision que j'ai prise. Mais dis-toi que tu montes ta tente, tu dors, puis mettons ta nuit est de 3 heures, ça va très, 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 très vite. Ben oui. Fait que tu t'étends par terre, tu essaies juste de fermer les yeux, puis je me couchais avec les mêmes vêtements que j'avais pédalé avec pour qu'ils sèchent. Puis là, tu viens de perdre beaucoup de monde, juste là. Puis je me levais le matin pour sauver du temps, j'étais déjà habillé, puis je repartais. Fait que ça, là, c'était même pour moi qui n'a pas des hauts standards, de ce côté-là, sérieusement, c'était dégueulasse. Mais j'étais prêt à faire absolument, je m'étais promis à moi-même, j'allais faire absolument tout pour finir ça en santé, puis genre avec le sourire au visage, mais il fallait que je finisse. Fait que j'étais prêt à faire absolument tout, baisser mes standards pour finir. Fait que ça faisait partie des choses que même moi, j'étais comme ça, c'est vraiment dégueulasse, là. Ouais. Mais il y a du monde qui le font, qui ont des plus hauts standards, là, qui vont s'amener, mettons, un short supplémentaire où ils vont changer la nuit, mais c'est ça qui peut faire la différence entre une journée de plus ou 2 journées de plus. Je vous dis, ça va vite. Ça s'accumule vite quand tu accumules les semaines. Là, c'est des choses qui s'accumulent. Fait que ta tante, j'imagine que là, tu avais décidé un modèle qui se montait rapidement. J'en ai acheté 4, je les ai toutes testées. Tu vas voir un pattern avec moi, là. Tu vas voir un certain... un peu maniaque. Puis je pense que juste quelques jours avant le départ, j'étais allé chez Cell acheter un modèle sur un coup de tête que je me suis dit, je pense que ce modèle-là va être parfait. Puis finalement, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises. Puis j'ai sauvé peut-être 300 grammes sur mon setup avant, puis j'étais capable de le faire plus vite. Puis ça a tout été des micro-décisions qui ont fait une énorme différence à la fin, clairement. Qu'est-ce que c'était comme tente, finalement? C'est une Nemo 2 places. C'est la... Comment qu'elle s'appelle? Ils ont tellement de modèles, là, mais c'est un modèle minimaliste, là, je pourrais te le ressortir. C'est un modèle autoportant avec... autoportant, mais qu'au bout de tes pieds, tu avais besoin de 2 piquettes pour qu'elle élargisse un petit peu plus. C'est-tu la Hornet? Okay, Hornet, 2 places, quelque chose. Puis 2 places, ça a été une grosse décision aussi, c'est que j'étais capable de mettre toute ma nourriture puis mon stock de mon vélo là-dedans. Fait que quand il pleuvait, tout était à l'intérieur de la tente. Puis je m'en sers pour comme accoudoir ses côtés pour pas trop bouger durant la nuit. Là, tu mets du stock partout autour de toi, ça sèche. Puis comme ça, tu peux faire tout sécher tes affaires durant la nuit. OK. Là, je connais un petit peu l'Alberta, territoire des ours. Oui, Montana aussi. Oui. Randonnée dans ce coin-là, les gens qui font le Tour Divide en randonnée pédestre, là, en backpacking. Ben, ils font le Great Divide ou c'est ça. Ouais. Ces gens-là doivent faire attention par rapport à la nourriture. Je pense qu'ils doivent traîner un bear canister. Ouais. Toi, c'était quoi ton approche par rapport à ça? Parce qu'il faut faire attention à ça aussi. Ça, c'est très, très personnel.
y a des gens qui sont plus paranoïaques que d'autres. Moi, j'ai eu assez de rencontres avec des ours noirs et des grizzlies dans ma vie que moi, ça m'inquiétait pas en tant que tel. Je le sais que les ours, en général, ils veulent rien savoir de nous autres. Ils veulent absolument rien savoir de nous autres. C'est sûr que tu veux pas leur faire peur. C'est là que j'ai emmené un speaker. Tu as vu ma vidéo que je parle beaucoup de mon haut-parleur. J'ai mis de la musique durant 1 mois de temps. J'avais de la musique quasiment tout le temps. On m'a appelé le DJ non officiel du Tour de Fight. Et moi, c'était au lieu d'avoir un bear bell, c'est vraiment une clochette à ours. En avant du vélo, je me suis dit, je peux pas mettre une clochette pendant 2 semaines de temps, là. Je vais virer complètement fou, là. Et là, c'est là que je me suis dit, je vais mettre de la musique. Puis sérieusement, je pense que ça m'a sauvé beaucoup justement de surprendre un ours dans un virage. Fait que ça, c'était le premier problème, c'est ça. C'est que tu roules tout seul, tu veux pas leur faire peur. Parfait, on vient de régler ça. Et là, la nuit, je me suis dit, bon, écoute, j'amènerai pas de bacon. Je ferai pas cuire du saumon, là, sur une poêle. Je mange des barres tendres scellées. Puis je sens la merde, je suis au milieu de des endroits aussi, c'est que j'ai beaucoup d'expérience avec les ours, je le sais un petit peu où est-ce qu'ils sont. Tu sais, il y a des endroits que tu mets à attendre que tu te dis, OK, les ours, ils viendront, tu sais, c'est pas leur endroit qui viendraient passer la nuit ou qui vont faire leur petite run. Fait que je me mettais à des endroits qui étaient comme un peu anti-ours. Et je me suis dit, rendu là, si j'y passe, là, c'est comme l'éclair qui te tombe dessus. C'est comme, statistiquement, ça me faisait pas peur. Disons ça comme ça. OK? Quand tu regardes les statistiques puis tu y vas d'un point de vue rationnel, tu te dis les chances, écoute, tout comme j'aurais pu tomber en bas d'un cliff, j'aurais pu avoir un éclair qui me tombe dessus. Ça tombait dans la catégorie que si je me fais manger par un ours, là, ben c'était mon heure. T'sais. Fait que j'étais allé avec ça, mais j'amenais pas de nourriture qui sentait. Mais j'ai dormi avec mes barres tendres dans ma tente. Il y a peut-être du monde qui vont me juger par rapport à ça. Jugez-moi. Mais j'étais tellement fatigué le soir, j'arrivais à 2h du matin quelque part, je dors 3 heures. J'étais dans un à côté d'un ruisseau, tout swampeux, je me mets là pendant 3 heures, ça me faisait pas peur. Fait que je sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Puis dans les endroits qui étaient vraiment infestés au Montana, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de passer les sections que les locales me disaient qu'il y avait vraiment des problèmes avec les grizzlies. J'ai essayé de passer ces sections-là sans arrêter. OK. Sans dormir, en fait. Je faisais des petites pauses, mais j'ai fait vraiment des stretches quasiment de 24 heures dans ces sections-là pour ne pas arrêter de dormir. Fait que je réglais le problème comme ça, dans le fond. Sage décision. J'étais encore là. C'était la première partie de notre entrevue. J'espère que, comme moi, vous avez apprécié son récit. Je vous présente la suite de l'entrevue dans quelques jours. Alors, assurez-vous d'être abonné pour recevoir les notifications lors de l'apparition du prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à partager avec vos amis et à faire croître le podcast. Vous pouvez aussi communiquer avec moi sur Instagram et sur Facebook à QCMTB Podcast. Alors, à bientôt et bon riding!